Alors bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Pépinière. Aujourd'hui nous réalisons le rêve des fachos et nous traversons la Méditerranée. Rendez-vous en Afrique avec nous 3 personnes. Tariq Benbou, Tariq, comment vas-tu ? Très bien, je m'attendais pas à cette introduction aussi percutante, Nabil, mais très belle intro, ça va très très bien. Très bien. Ça va ? Comment s'est passée ta semaine ? Bien, j'ai eu un peu chaud devant l'OM contre l'Union Saint-Gilloise, mais bon. C'est une nouvelle invention de la VAR, magnifique. J'ai beaucoup apprécié en tout cas cette précision dans la VAR. C'était usiné. Ah, j'en demandais pas autant, franchement. Une heureuse surprise. Ça, Franck Mayungu, Franck, comment vas-tu ? Bah écoute, ça va Nabil, hein. Ça va. Comme disait Tariq, très content de l'utilisation de la VAR samedi en Belgique. Pour une fois, l'arbitre en a fait bon usage et on est satisfait. Si ça pourrait continuer, exact. On dirait pas non. Voilà, il y avait tonton Bernard savait bien utiliser les méthodes. Donc paix à son âme. Le boss. Voilà. On espère que Don Pablo arrivera à marcher dans les pas de Vous avez regardé la série ? Vous avez regardé sur Netflix la série de Bernard Tapie ? Ah, de Bernard Tapie, non. Moi, je crois que tu allais parler de la série de l'OM. Celle de cet été, là. Sur Netflix ? Non, la série genre elle était exceptionnelle. Quand Benatia, il veut taper un mec, là ? Absolument. Mais évidemment. Mais de toute façon, depuis cette série-là, je sais qu'on va être champion. L'OM va être champion cette année. Vous l'avez entendu en premier dans le podcast Pépinière. L'OM va être champion. Et il a accueilli des fraudeurs fiscales, des batteurs de femmes, des mecs qui sortent du New. Il y a un mec qui part à l'entraînement, là, fait c'est une horreur. C'est pas humain ce qu'il fait. Et toi, Alex, comment vas-tu ? Bah, ça va super. Alex et toi ? Mayungu. Écoute, ça va un peu la soupe à la grimace. Hein. On sort d'un Real City là où très bon match. J'ai pas l'habitude de regarder mon équipe nulle, donc non, c'était pas agréable. Ouais, je te comprends. Après, Rudiger, il fait un bon match. Hein. Il est costaud. En toute objectivité, franchement, Rudiger, c'est un émeutier. Faut vraiment, tu le fous avec les gilets jaunes et puis il sera très bon. C'est pas jouer au foot, ce mec-là, c'est pas possible. Il va avoir l'offre d'Alilal, ça va être très bien. Merci pour tout. Moi, je suis un homme reconnaissant. C'est un homme qui était là quand personne n'était là. Quand il y avait que Nacho et lui en défense, t'étais bien content. Il avait Militao quand même. Militao, il était mort. Militao, toutes les 2 semaines, il se fait les croisés. C'est un homme handicapé. Non, vraiment, c'est terrible. Mais bon, parlons du sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de l'Afrique. Est-ce que l'Afrique, aujourd'hui, a un rôle à jouer dans le foot mondial ? On va en parler en 2 parties. Dans un premier temps, on va être optimiste. Une Afrique qui avance, la montée en puissance de l'Afrique, les nouveaux modèles, les locomotives au niveau du continent. Et ensuite, la deuxième partie, on va parler donc de l'Afrique en un peu moins bien, donc un continent passionné mais sous-structuré. Est-ce que l'Afrique et le paradoxe africain font que l'Afrique ne peut pas avancer d'un point de vue football ? Mais commençons par la première partie. Une Afrique qui avance, une nouvelle dynamique. Est-ce qu'aujourd'hui, on est en train, au niveau de l'Afrique, de basculer vers un rôle majeur dans le foot mondial ? Ou est-ce que ça reste freiné par les structures politiques et les structures, de la fédération ? Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une nouvelle Coupe du Monde à 48. Bon, ça déplaît forcément parce qu'il y a moins de compétitivité, mais ça permet à l'Afrique d'avoir 9 ou 10 places en Coupe du Monde, ce qui n'était jamais le cas avant où il y avait que 5 places. Est-ce que le fait que des nouvelles places soient allouées à l'Afrique est une chance ou bien une illusion de progrès ? Qui veut commencer, Francky ? Tu veux y aller ? Ouais, je vais commencer. Tout d'abord, alors la Coupe du Monde à 48, je pense qu'elle déplaît parce qu'on a un prisme européen. Et on est un peu dans ce truc-là, un peu de l'élitisme, et je pense que ça déplaît que ici. Moi, je pense que dans le monde entier, une Coupe du Monde à 48, je pense que tout le monde est content parce que ça ouvre plus de place à des pays que... Moi, tu sais que Curaçao, honnêtement, pourtant je suis calé géographie, hein, mais Curaçao, j'ai appris il y a 6 mois que c'était un pays. Ils sont 200 000, hein. Ouais. C'est la taille du Grand Poitiers, hein. Bon, tu vas de Neuville à Montam. À Montam, et c'est réglé, hein. On emballe, on va à la Coupe du Monde, hein. Mais, et je trouve ça, alors d'un côté, je trouve ça génial que des pays comme Curaçao, comme Haïti, comme le Cap-Vert, puisse aller en Coupe du Monde. En même temps, j'ai l'impression que c'est aussi la kermesse, que tout le monde peut venir. C'est McDonald's, venez comme vous êtes. Et on a plus cet élitisme-là. Bon là, j'ai digressé sur la Coupe du Monde, mais voilà, j'ai un peu ce double standard, ce double sentiment. Après, pour l'Afrique, oui, je trouve ça bien qu'il y ait 9 places et demie.
Parce que je pense que aujourd'hui on a beaucoup plus d'équipes qui ont j'ai envie de dire le niveau international qu'il y a par exemple 10 ou 15 ans. Bah ça fait longtemps parce que l'Afrique avant était quand même dénigrée. Enfin, il y a toujours eu plus de 5 équipes qui étaient au niveau compétitif. Il y a toujours eu genre Cameroun, Côte d'Ivoire, Sénégal, Maroc, Algérie, Égypte, ouais, mais pas Tunisie. En même temps, en fait, mais pas en même temps. Tu vois, il y a eu une période où le Cameroun a été bon. Mais c'était une période où il y avait pas le Maroc, il y avait pas l'Algérie. Même au Cameroun à l'époque. Enfin, tu prends année 2000-2002 quand le Cameroun. Comme champion du monde selon Samuel Eto'o. Ouais, mais t'as toujours t'as des périodes, t'as des équipes. À un moment donné, c'est l'Algérie, à un moment donné, c'est la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Ghana. C'est jamais les mêmes équipes. Le Maroc aussi, non? Souvent. Peut-être l'évoquer, non? On va en reparler du Maroc. En vrai, quand tu regardes un pays comme le Maroc, ils ont eu un trou pendant 10 ans en fait. 20 ans. Maroc, c'était dur. Hein. Fais gaffe à ce que tu dis après, il y en a, ils font pas la canne à cause de ça. Grand soutien à notre ami Nicolas Pépé. Je sais qu'il nous écoute. L'enfant du pays. L'enfant du pays. Exactement, on espère l'avoir franchement dans l'année. Il est le bienvenu, on est le bienvenu. Je pense qu'il y a peut-être moyen un teaser les gars. Cliquez, ça va venir. On peut se déplacer à Valence hein, s'il veut pas venir. Petite émission on spéciale. nous accueille avec plaisir. Le message est lancé. Par ailleurs, les amis, j'ai pas fait l'instant promo. Ah, mais je crois qu'il va pas faire d'interview tout de suite, Pépé. Ça foutu, là. On va réussir. Non, les amis, l'instant promo que j'ai oublié de faire. Nous sommes présents sur tous les réseaux Instagram, YouTube, Apple Podcast, Spotify, Deezer, maintenant même sur Amazon. Cliquez, les amis, cliquez, rejoignez le projet. C'est sérieux. Repassons au sujet. Tariq, toi, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que ces nouvelles places en Coupe du Monde changent vraiment pour les sélections africaines? Logiquement, oui, mais toi, qu'est-ce que t'en penses? Je pense que pour l'Afrique, c'est une super nouvelle parce que déjà, il y a plus de sélections qui vont pouvoir se confronter au plus haut niveau. Donc déjà, c'est intéressant pour aussi attirer, parce qu'on en reparlera un peu, mais il y a beaucoup d'équipes qui ont besoin des binationaux. Pour attirer des binationaux, le fait qu'il y ait plus de place à la Coupe du Monde, ça va aussi faire monter le niveau. Donc je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle pour l'Afrique. Et en plus, il y a même maintenant des pays qui arrivent à former de plus en plus de joueurs. Donc je pense que sinon, c'est plutôt positif globalement. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Le fait qu'il y a plus des pays africains qui accèdent à la Coupe du Monde, ça va leur permettre d'attirer plus de joueurs beaucoup plus tôt pour Absolument, ouais. dans leur sélection. Donc on voit par exemple pour le Congo RDC, le fait qu'ils participent à la Coupe du Monde, ça peut leur permettre d'attirer beaucoup plus de joueurs plus tôt. C'est vrai que tu regardes la RDC sur sur les 20 dernières années, les joueurs qui potentiellement auraient pu jouer pour cette sélection et qui ne sont pas allés, c'est un truc de dingue. Ouais, hein. c'est effrayant. Franchement, c'est de ouf. Après on parle d'un pays quand même de plus de 100 millions d'habitants. Ouais. Hein. C'est énorme. Même au niveau de la diaspora, ils ont quand même des joueurs performants, que ce soit en France, en Angleterre, en Belgique, et ils sont pas mal. Enfin, je sais que c'est quand même intéressant. On parle bien de la RDC et pas du Congo-Brazzaville. Ça, c'est important. C'est important à noter. Fallait le préciser, c'est important. Pour que nos amis ne se trompent pas. Mais est-ce qu'aujourd'hui, pour vous, le fait qu'il y ait 9 ou 10 places en Coupe du Monde, ça va élever le niveau de jeu ou juste faciliter la qualification? Logiquement, élever le niveau de jeu, parce qu'aujourd'hui, toutes les équipes qui y vont, Maroc, Algérie, Égypte, Tunisie, Cameroun, Cap-Vert. Cameroun, ils y vont pas? Non, Cameroun, ils ont chié, c'est vrai. Non, pour moi, non, ça va pas du tout augmenter le niveau de jeu. Au contraire, ça va le baisser. Tu penses? Ah bien sûr. On a tout juste en comparaison, on a tout juste à voir avec l'Euro, où t'as ouvert la porte à plusieurs équipes. Même pour les sélections africaines. Ah mais tu parles de la Coupe du Monde en général. Ça. Ah oui. Le niveau il va chuter. En soi, pour les équipes africaines, Curaçao là, Caipirina, je sais pas comment il s'appelle. En soi, pour les équipes africaines, je vois pas baissé, en quoi. C'est con ce que je vais dire, hein, mais je vois pas en quoi 8 matchs tous les 4 ans va faire augmenter. Ouais, mais je pense que le prestige de la Coupe du Monde fait qu'aujourd'hui. 8 matchs si tu vas au bout. Hein. Ouais. On en parlera plus tard. Non, mais le prestige de la Coupe du Monde fait que des joueurs qui disent moi mon rêve c'est jouer une Coupe du Monde. Maintenant si je vais en Afrique je pourrais la jouer, alors qu'avant. Tu sais très bien comment ça se passe. Là on est en 2026, en 2027. Est-ce que les joueurs, par exemple de la République du Congo, voudront aller en sélection tout de suite? Non, ils se réveilleront à 6 mois, 1 an de la Coupe du Monde quand ils verront que ce sera compliqué de jouer en France. Je suis pas sûr. Hein. Le problème, c'est la fédération, on en reparlera, mais c'est ça aussi qui fait peur à beaucoup de joueurs, à mon avis. Et c'est la force du Maroc ces dernières années, ils ont fait un gros travail là-dessus. Après, il y a quand même des pays qui vont directement profiter de cette réforme. Enfin, quand même, les gars. Moi, je pense vous êtes assez pessimiste, quand même, j'ai l'impression.
mais on en reparlera plus tard des raisons d'être pessimiste. Tarek, la transition est toute faite. Quand on parlait genre de certains pays qui vont profiter tout de suite et des pays qui en profitent, on a quand même au niveau du continent aujourd'hui des locomotives, des pays qui poussent les autres à s'améliorer et des pays qui poussent les autres à y croire. Enfin, il y a le Maroc qui, évidemment, du fait de son parcours récent en Coupe du Monde et du fait des investissements majeurs qu'ils font au niveau sportif, est une locomotive. On a aussi le Sénégal qui au niveau sportif, ça fait longtemps qu'ils sont quand même dans le coup. Enfin, ils ont des joueurs. Enfin, quand on regarde le 11 du Sénégal, j'avais regardé aujourd'hui, on a quand même des joueurs qui jouent tous dans les grands championnats, des joueurs compétitifs. Mais c'est ce que je te disais, Nabil, c'est que on a rarement eu, voire quasiment jamais dans l'histoire du football africain, 7 ou 8 équipes de très 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 bon niveau. Ça a toujours été, comme je disais tout à l'heure, à des périodes données, mais là, l'Algérie est en train de revenir, il y a le Maroc, les Tunisiens sont toujours là, l'Égypte de Mohamed Salah, les Ivoiriens tenants du titre, le Sénégal, les Camerounais. Les Camerounais, ils sont un peu nuls en ce moment, mais ça reste le Cameroun, ça reste les Allemands d'Afrique, on les appelle les Allemands d'Afrique. T'as la RDC qui a une bonne équipe. Nigeria, ils ont fait n'importe quoi pour leur qualification. Voilà, c'est ça. Mais quand on regarde le 11 du Nigeria, il fait peur. Exactement. Et là, je t'ai cité 9 équipes. C'est beaucoup de joueurs de là-bas. Je t'ai cité 9 équipes. Jamais dans l'histoire de la CAN, t'avais 9 équipes à ce niveau-là. Ouais. C'est pour ça que cette CAN-là, il y a quand même un aspect excitant, et le fait que ce soit en plus au Maroc avec les infrastructures incroyables qu'il y a, je pense qu'on est une CAN qui peut avoir le niveau de l'Euro. Pour toi, Alex, quel a été le rôle du Maroc? Est-ce que tu penses que ça a été un tournant au niveau du continent, le parcours du Maroc, aujourd'hui la place qu'elle marque dans le foot mondial? Aujourd'hui, avec cette CAN, on est pour moi un tournant dans le rôle du rôle des Coupes d'Afrique des Nations. Déjà, on voit les pays africains un peu, voire même beaucoup plus se révolter sur leur traitement qu'ils peuvent avoir avec les clubs, sur le fait qu'ils libèrent les joueurs tard, avec la FIFA. Ça se plaint, ils demandent à être respectés maintenant, parce qu'avant c'était pas ça. On se rappelle même qu'avant les clubs voyaient avec leurs joueurs pour qu'ils n'aillent pas faire la CAN. C'était même dans les contrats. C'était dans les contrats que les joueurs n'allaient pas faire la CAN. Maintenant, je pense que c'est impensable pour un entraîneur de dire à son joueur, tu iras pas faire la CAN avec ton pays. Avant, c'était tu vas faire tes trucs là-bas en Afrique, mais tu reviens très vite. Maintenant, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup il y a plein de joueurs qui disaient à leur sélectionneur, l'espèce de lettre officielle, oui, désolé, je veux me concentrer avec mon club. C'était inenvisageable sur un pays africain ou un pays américain. Un pays européen, oui. À l'heure d'aujourd'hui, c'est impensable. Rien qu'à voir, par exemple, Hakimi qui s'est blessé avec Paris, qui est parti faire sa préparation pour pouvoir revenir pour la CAN. À l'époque, on lui aurait dit tu t'es blessé, tu te répares, mais hors de question que tu ailles faire la CAN si jamais tu te rétablis pendant la CAN. Ça aurait été impensable. Et aujourd'hui, par rapport à la CAN qu'il y a eu en Côte d'Ivoire, qui était une très belle CAN, qui a été beaucoup suivi. Très très drôle aussi. Toujours. Ça, c'est la CAN. Sinon c'est pas la CAN. Sinon c'est pas la CAN. C'est cet aspect-là de la CAN qu'on aime aussi. Mais en termes d'organisation, en termes de matchs, il y avait des très beaux matchs, de scénarios, d'histoire, ce qui s'est passé. Donc la Côte d'Ivoire qui était éliminée, mais sur un corner. Grâce au Maroc. Voilà. C'est vrai. Qui finissent par la gagner. Et pas le Maroc, l'Afrique. Et aujourd'hui, on arrive sur des pays africains qui sont prêts, qui demandent à être respectés. On arrive sur une dernière belle compétition qui arrivait avant l'Euro, qui avait été catastrophique. Aujourd'hui, avec le Maroc qui a de très belles équipes, de très belles infrastructures, je pense qu'on va être sur la CAN la mieux organisée qui ait pu exister. On va avoir des très beaux terrains, parce qu'on sait que ça n'a pas toujours été le cas même sur les dernières années. Je pense que ça va être très bien filmé. Je pense qu'il n'y aura pas d'histoire rocambolesque qui peut se passer. Donc je pense qu'on va être pour moi sur la plus belle CAN, et je pense que ça va mettre un standard pour les CAN d'après. C'est vrai. Tariq, pour toi, est-ce que le modèle marocain, ça fixe un standard au niveau africain? Et autre question, est-ce que tu penses que le rôle qu'a le Maroc aujourd'hui et le parcours du Maroc en Coupe du Monde notamment a brisé un espèce de plafond de verre qu'avaient les Africains, les sélections africaines? Est-ce qu'aujourd'hui les Africains se disent c'est possible, nous aussi on peut le faire, nous aussi on peut aller en demi, et pourquoi pas la gagner un jour? Déjà pour le standard, j'espère, mais je suis pas sûr que tous les pays africains aient les capacités de le faire aujourd'hui. Mais je pense que ça va en inspirer quelques-uns. En tout cas, ça se passe aussi bien qu'on peut l'espérer. Sur la locomotive et l'espoir que ça a pu faire naître, je pense qu'il y a aussi une continuité.
C'est-à-dire qu'il y avait déjà eu des équipes africaines qui avaient fait des très beaux parcours à la Coupe du Monde. Je me rappelle le Ghana qui perd en quart à séance de tir au but contre l'Uruguay. La très belle main de Suarez, très bel arrêt. Et donc c'est pas nouveau, mais je pense qu'ils ont en fait un peu poursuivi quelque chose qui avait déjà existé en Afrique, qui avait déjà eu des beaux parcours. Ouais, mais et ils sont allés un peu plus loin, et donc ça ouvre d'autres perspectives, tu vois. Ouais, mais au-delà du parcours, je sais qu'aujourd'hui le Maroc, a développé une politique sportive. Oui. Je sais que le président de la Fédé aujourd'hui, le ministre des Sports au Maroc, sur toutes les compétitions, qu'ils soient continentales ou internationales, aujourd'hui pour des équipes de jeunes, des équipes de femmes, le Maroc est toujours bien placé. Bah, déjà, tout ce qui est Maroc, Sénégal et Côte d'Ivoire, maintenant dans les équipes de jeunes, ils envoient vraiment les jeunes de la catégorie qui sont concernés. Voilà. Quand c'est des 17, maintenant tu vas en venir. Qu'est-ce que tu caches derrière? Nulle part, mais on voit souvent des matchs. Par exemple, j'ai vu ça cette semaine. C'était un tournoi où tu vois le Cap-Vert qui envoie leurs jeunes U15 qui jouent contre l'Ouganda. Au Cap-Vert, tu vois qu'ils ont 14-15 ans. Ouganda, je pense qu'ils sont plus vieux que moi, tu vois. Il y a ce sérieux-là à voir aussi. J'ai vu une anecdote qui était drôle. C'était Ronaldo R9 qui racontait quand il arrivait à l'Inter, il jouait avec Taribo West, le joueur nigérian, et qui racontait quand il était jeune, il avait un tournoi U15. Et en fait, les U15 brésiliens jouaient contre les U18 nigérians. Et ils jouent contre Taribo West. Et du coup, à la fin, il parle, etc., parce que c'était un gros joueur et Ronaldo aussi. Et ils se retrouvent à l'Inter. Et à l'Inter, les deux avaient le même âge. Donc, c'est bien. Francky, qu'est-ce que t'en penses, toi, non, mais déjà, dans le développement du football africain, moi, ce problème-là, comme disait Alex, ces histoires d'âge, tout ça. On avait même une fois, alors je sais pas c'était dans quel cadre, mais ils avaient fait jouer des hommes, même dans une cadre féminine. Ouais. Oui. Tu vois, non, mais tous ces trucs-là, moi je trouve qu'il y a depuis une petite dizaine d'années, le football africain tend à se professionnaliser, même on le voit sur les compétitions de clubs. Alors, je vais pas dire que je suis la Ligue des Champions de la CAF toutes les semaines, tu vois, mais on sent que les gros clubs africains aujourd'hui ils ont quasiment les mêmes moyens qu'un club européen, on va dire moyen de Ligue 1, tu vois. Et il y a des joueurs aujourd'hui qui jouent en Afrique qui sont pas obligés de venir en Europe pour gagner leur vie. Avant, il y avait les équipes égyptiennes qui étaient comme ça. Enfin, il y avait Zamalek, Ali qui arrivait. Parce que d'ailleurs, c'est pour ça que l'Égypte dans les années 2000 a autant dominé le foot africain au niveau continental. Mais seulement continental. Fallait pas sortir du continent. Non, mais après, ils sont qualifiés à aucune Coupe du Monde. Ils ont pris 3 cannes d'affilée. Ouais. Sans se qualifier pour la Coupe du Monde. Et ça, c'est dingue. C'était dingue. Ouais. Vous parliez d'un sujet qui était intéressant, vous parliez déjà de l'avenir, de l'amélioration, et tout ce qui était diaspora. Tariq t'en parlait. Est-ce que pour vous, avec tous les talents qu'il y a en Afrique aujourd'hui, grâce à la formation africaine dont on va parler, et grâce aussi à la diaspora qui est en Europe ou un peu ailleurs, est-ce qu'aujourd'hui l'Afrique peut prendre une place importante dans le football mondial? Est-ce qu'on pourra, selon vous, dans les futures Coupes du Monde, avoir des parcours comme le Maroc, où peuvent facilement atteindre les demi-finales, voire plus potentiellement? Enfin, là, on a un peu des rêveurs, mais aujourd'hui, j'ai envie de te dire, étant donné qu'on a beaucoup plus d'équipes qui participent, oui. Du fait du modèle aujourd'hui où même les meilleurs troisièmes passent, t'as plus de chances de voir des clubs africains, des sélections africaines arriver dans les phases finales. Donc à ce niveau-là, oui. Après, l'Afrique a toujours ces mêmes éternels démons qui font que, en termes d'organisation ou autre, là, on progresse. Mais il y a eu toujours des progrès dans les pays, mais le truc, c'est pas de faire 10 pas en arrière à un moment donné, quoi, aussi. Ah, moi, on est quand même mieux. Enfin, moi, je sais que, par exemple, je vais reparler du Maroc parce que c'est ce que je connais le mieux, mais je sais que, par exemple, aujourd'hui, il y a un nouveau centre qui a été construit au Maroc, l'Académie Mohamed VI, qui est pour le coup assez révolutionnaire. On a toutes les équipes de jeunes qui s'entraînent là-bas. On a des clubs européens qui vont jouer là-bas parfois. Il y a aussi au Sénégal, c'est pas mal. Exactement, au Sénégal, toutes les académies. C'est qu'au Côte d'Ivoire, il y a des très bons clubs qui forment aussi. C'est qu'il y avait même parfois des équipes africaines qui allaient s'entraîner dans ces académies. On avait des sélections guinéennes, nigériennes, etc., qui allaient s'entraîner dans les académies au Maroc, au Sénégal, etc. Mais après, on a quand même du mieux. On parle encore de l'élite des sélections africaines. On parle de ces pays-là. Oui. Ça, c'est pas quelque chose en Europe aussi, c'est que l'élite qui fait des bons parcours.
Ouais, mais t'as beaucoup plus de pays élitistes. Tu vois même des équipes comme la Norvège, la Suède, à un moment donné, quand ils participent, ils font quelque chose. Ça va dépendre des générations aussi. Là, aujourd'hui, oui, les sélections, comme le Maroc, ils ont réussi à faire un beau parcours. L'Algérie, on avait fait un beau. Le Ghana, on a fait un beau. Donc à chaque fois, on a une sélection. Le but maintenant, c'est d'en avoir. Mais je pense que c'est au-delà du parcours, moi. Je pense que c'est plus en termes de coaching, d'infrastructure, etc. Moi, je pense que c'est au-delà de ça, parce que le parcours, il y aura toujours des épiphénomènes. Mais pour moi, c'est au-delà de ça. Mais moi, je pense que l'Afrique alors, je vais parler de l'élite des sélections africaines. Je connais pas assez les pays, on va dire un peu intermédiaires. Mais aujourd'hui, tu prends un Maroc, un Sénégal, Côte d'Ivoire. C'est des équipes qui, pour moi, ont le niveau. Alors, si t'enlèves pour moi les 4-5 meilleures équipes européennes, je peux dire la France, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Espagne, Portugal. Bah pour moi, ces équipes-là, elles se situent juste en dessous. Pour moi, une équipe comme le Sénégal, ça a le même niveau alors l'Italie d'aujourd'hui, il y a pas grand-chose, hein, mais la Belgique, pour moi, elles sont pas meilleures que le Sénégal ou le Maroc. À l'instant T, tu vois. Et puis en plus, aujourd'hui, moi j'ai l'impression quand même les sélections africaines sont de plus en plus attractives pour des jeunes de la diaspora. Je sais que quand moi je prends aujourd'hui, la France, il y a pas trop de Marocains forts, chez les jeunes, mais par exemple tous les jeunes belgeo-marocains, hollando-marocains, hispano-marocains, il y en a pas un qui va en Europe. Ils vont tous aujourd'hui. Il y en a un qui est pas allé au Maroc, mais on l'a raté. Ça s'est joué à rien. Mais non, il y a du progrès. Et en plus, surtout pour des pays comme le Maroc, mais même l'Algérie et tout, il commence à y avoir des joueurs formés au pays. En sélection aussi, ouais. Il y a une époque, quand l'équipe était forte, il n'y en avait pas un. Même l'Algérie, ils avaient Youssef Attal qui a un peu disparu pour des raisons extra sportives. Mais il y avait des joueurs formés au pays et tout. C'était assez rare à une époque. Donc il y a du mieux. Et l'attrait des binationaux est hyper important en fait pour ces pays-là. Parce qu'il y a une telle réserve de joueurs binationaux forts en Europe et tout, que ça fait tout de suite monter le niveau. Mais après, dépendant des binationaux, c'est pas non plus... Moi, j'ai l'impression que c'est un cercle vertueux quand même. Par exemple, là, le Maroc, après la Coupe du Monde du vin, oui. on a plein de sélections africaines aujourd'hui qui sont assez attractives. Pour moi, Mais justement, je trouve que ces pays-là ont trouvé l'aspect de se défaire de la dépendance des binationaux. On regarde maintenant, on leur demande très tôt de choisir, et tu regardes maintenant, il y a beaucoup de jeunes, on leur demande dès 18-19 ans, même dans les sélections, de choisir entre la France et leur pays pour savoir, leur pays d'origine, pour savoir si on te sélectionne, est-ce que tu viens ou est-ce que tu vas jouer avec l'équipe de France. Tu sais qu'il y a un vrai maillage, c'est vrai, je parle que du Maroc, je suis désolé, parce que c'est ce que je maîtrise le mieux, mais je sais qu'aujourd'hui, dans tous les clubs, dès 14-15 ans, je sais que tous les jeunes binationaux marocains en Europe, dès 13-14 ans, ils sont identifiés par les scouts du Maroc, ils approchent leur famille très tôt. Je sais qu'il y avait des joueurs qui racontaient que dès 13-14 ans, ils se faisaient approcher par des scouts. Aujourd'hui, je crois qu'il y a Nasser Largué qui était dans le staff de l'OM, qui aujourd'hui est au Maroc pour coordonner toute la politique sportive. C'est quand même quelque chose. C'est le DTN, je crois. C'est le DTN, ouais. Mais oui. Non, il y a un gros travail de maillage de la part de ces sélections-là structurées. À un avenir proche, j'espère que ces sélections, dont le Maroc, qui est pour moi aujourd'hui la locomotive de l'Afrique, j'espère qu'ils vont entraîner ces pays-là un peu intermédiaires qui, par exemple, pour moi, un pays comme la RDC, c'est un énorme gâchis. Ils ont un potentiel qui est mais plus qu'immense. Entre la diaspora qu'ils ont et les talents locaux. Ouais. Mais alors aujourd'hui, ils essayent de se structurer et ça va peut-être déboucher sur une qualification en Coupe du Monde. Mais pour moi, avec le potentiel qu'ils ont, la RDC doit être une des locomotives du continent. Et l'Afrique, c'est un vrai continent de foot. On l'a pas dit depuis le début, mais c'est des peuples qui vivent foot. C'est football. Il y a rien d'autre que le football. Mais oui. Si, peut-être la musique, mais. Et encore, musique de foot. Coup du marteau. Non, mais le foot, c'est énorme dans ces pays-là. Et il y a une telle culture foot que si tu mettais des infrastructures et tout, c'est sûr que le niveau, il exploserait. C'est sûr. Ouais. Francky, tu parlais de la RDC en tant que vivier. Là, moi, j'ai vu, là, il y a Seni Mayulu, Dylan Bakwa, Arnaud Kalimwendo, Koumbendi, Mawissa. C'est vrai que s'ils arrivent à attirer ne serait-ce que la moitié de ces joueurs, en plus des joueurs qui actuellement,
Mais puis t'en as en Belgique, t'as aussi t'as les Anglais aussi, Mavididi, t'as Wan Bissaka, je sais pas s'il a. Si, mais il joue avec. Il joue déjà avec. Ouais, il a déjà été sélectionné de mémoire. Ouais, voilà, tu vois. Donc non, je te dis, t'as un vivier qui est énorme. Donc j'espère vraiment que dans un avenir proche, j'espère le voir de mon vivant qu'un pays africain soulève la Coupe du Monde. Après, la Coupe du Monde, c'est tous les 4 ans. Ça fait 100 ans que ça existe, quasiment 100 ans. T'as eu que 8 pays différents qui l'ont gagné. Quand tu penses qu'un pays comme les Pays-Bas, qui a donné des Johan Cruyff, qui a donné des sélections extraordinaires, n'en a jamais gagné. Le Portugal ne l'a jamais gagné. Enfin, c'est quand même, c'est quelque chose qui. Bientôt. non, mais c'est quand même quelque chose. Voilà, gagner une Coupe du Monde, c'est. Ouais, c'est quand même quelque chose d'énorme. On s'en rend pas compte nous en tant que Français parce que on mange du caviar depuis plus de 20 ans maintenant, depuis 25 ans. De notre vivant, on a plus vu la France. Vous imaginez que de notre vivant, on a plus vu la France en finale de Coupe du Monde que pas en finale. On l'a vu 4 fois sur 7. Je pense que depuis, c'est vrai. Depuis 25 ans, je pense que la France est la meilleure sélection. Depuis 98, 18, ouais. Ouais, avec peut-être l'Espagne, ouais. Ils font finale victoire en 98, finale en 2006, victoire en 2018, finale en 2022. Avec finale d'Euro entre-temps, victoire à l'Euro entre-temps. Ouais, quand même. Ouais, non, mais oui. C'est pour ça que nous, on s'en rend pas compte, qu'on a l'impression que la Coupe du Monde, ouais, bon, elle est en demi. Mais non, c'est vraiment pas anodin. Mais pour revenir sur les pays africains, le parcours du Maroc, je pense, doit inspirer d'autres sélections et se dire que, ouais, en fait, avec du travail, une politique sportive cohérente, des moyens, parce qu'il faut quand même des moyens, c'est possible. C'est ça, hein. Ouais. Et pas de corruption. Pas de corruption. Tu fais bien spoil pas la suite. On va passer à la suite justement, parce que quand on parle d'Afrique, on parle d'un continent qui est passionné de football. Tariq, tu le présentais, mais on est aussi sur un immense paradoxe, c'est-à-dire qu'il y a une population énorme des fans de foot, une culture sportive qui est quand même extrêmement développée. Par contre, on constate quand même un retard sur l'organisation au niveau des infrastructures, au niveau de la gouvernance, au niveau de la politique sportive qui est mise en place. Et c'est quand même problématique. Aujourd'hui, comment le foot, selon vous, pourquoi le foot africain ne se transforme-t-il pas cette passion populaire présentée par Tariq en puissance structurée ? Comment c'est possible selon vous ? Mais moi, je pense que ça vient aussi du domaine politique. À partir du moment où les politiques ne mettent pas les moyens pour développer ce sport-là, c'est très 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 compliqué pour un pays de se structurer. Le Maroc, ça fait 15 ans qu'ils ont, alors 10-15 ans, enfin, vous savez sûrement mieux que moi, qu'ils ont décidé, ok, on va mettre les moyens, on va faire un centre d'entraînement, on va développer les clubs, on va mettre des scouts partout sur le continent européen pour repérer les binationaux. Il y a une vraie politique autour du football. Même dans la rue, enfin, je sais qu'au Maroc, maintenant, il y a des cities partout, il y a une espèce de faille partout. Avant, moi, quand j'étais petit, on jouait dans la rue, on jouait dans la rue, on mettait genre deux cailloux et on jouait. Je pense un peu comme on a pu faire partout, même quand on va en Afrique. Mais là, maintenant, les gens ne jouent plus dans la rue. Il y a des cities partout sur le bord des routes, tout le temps et partout. Et tu vois, moi, quand je vois le parcours du Maroc en 2022, je sais pas tout ça. Ils vont en demi-finale, je trouve ça extraordinaire. Et je me dis, waouh, c'est sûrement un one-shot, c'est génial pour eux, machin et tout. Mais en fait, quand tu vas écouter des émissions, tu recherches un peu ce qu'ils ont fait, pourquoi ils ont fait ça, comment ils sont arrivés là. Mais en fait, c'est pas une surprise. C'est pas du tout une surprise. Alors peut-être qu'ils s'attendaient pas à arriver en demi-finale si tôt, mais en tout cas, vu les moyens mis depuis une dizaine d'années, en fait, c'est juste logique ce qu'ils ont fait au Qatar. Et quand tu regardes, les joueurs qui sont passés par le Maroc, qui étaient dans la Coupe du Monde 2022, on a Bounou, formé au Maroc, El Nesseri, on a Naïef Aguerd, on a Azinou Naï. C'est quand même des joueurs, aujourd'hui, bon, c'est pas des joueurs majeurs du football européen, mais c'est quand même des joueurs qui ont été titulaires en Europe, dans des grosses équipes. C'est des joueurs, comme je disais, alors si ils auraient été français, anglais, espagnols, n'auraient peut-être pas joué, mais ils auraient été belges, hollandais, italiens, suisses, ils auraient joué dans ces sélections-là. C'est clair. Tu vois ? Oui. Non, mais il y a eu toute une politique. En fait, le Maroc s'est donné les moyens. Ça aurait pu ne pas fonctionner aussi vite, mais ils se sont donné les moyens. Et en fait, c'est le seul moyen d'avoir des résultats.
faut le faire. Mais le truc, c'est que beaucoup de pays africains, on a un peu esquissé le problème, mais quand la tête est malade, le corps il avance pas, et les hommes politiques en Afrique, c'est un très très gros problème. Les élites africaines, c'est un très gros problème. Tout ce qui tout ce qui est dans l'organisation ou autre. Je prends l'exemple de ce qu'on a vu sur le Congo-Brazzaville. C'est un sketch, mais les amis, allez suivre le compte joueur congolais sur Twitter. Mais par pitié, faut aller voir. Vous allez c'est vous marrer. C'est même pas descriptif. C'est vrai, oui, c'est une série comique et vous y allez. Vous regardez les interviews des joueurs où vous dit qu'en sélection, ils devaient se réunir à Paris, ils se baladent en RER. Ils jouent avec les mêmes maillots depuis 4 ans, des maillots pas lavés. C'est incroyable, non, ça. mais Ils jouent contre la réserve d'Amiens, c'est ça? Ils jouent contre la réserve d'Amiens, ils sont payés 70 €. Non, mais c'est n'importe quoi. C'est vrai que là, déjà, enfin, ça rend pas attractif la sélection. Il faut aujourd'hui un joueur de R2, tu lui dis, bon, bah, viens à Paris, tu vas te déplacer en RER pour aller en sélection. Il dit, bah, non, je vais rester, je vais faire de la mise en rayon chez Leclerc, c'est très bien, laissez-moi tranquille. Non, mais c'est vrai, enfin, c'est vrai que c'est un problème réel que tu pointes. C'est hallucinant. Tu vois, Samuel Eto'o qui s'investit. Il n'y a pas beaucoup de grands joueurs qui sont investis. Il y en a qui ont préféré être égérie du Ballon d'Or, tu vois. Samuel Eto'o, il arrive, il prend la tête du Cameroun et c'est n'importe quoi. Tu vois, les interviews. Le Cameroun, c'est drôle. Le Cameroun, c'est drôle aussi. L'interview, elle est lunaire aussi. Mais elle est exceptionnelle. L'interview, elle est complètement dingue, la dernière. T'as vu les backstage quand ils ont filmé le plateau? Oui, sur fond vert et tout. Je pense qu'on est mieux installé ici, chez ma mère que j'embrasse. À côté du set d'arrêt. Bien sûr, gros, mais bien sûr. Ils étaient à 2 doigts de faire l'interview avec des filtres Snap. Mais oui, c'est Samuel Eto'o, bordel, quoi. Non, mais c'est... T'imagines, t'es ancien joueur africain, grand joueur, Samuel Eto'o. Tu te dis, je m'investis dans le foot africain. Tu te dis, bah non. Non, mais le Cameroun, c'est aussi, c'est quelque chose. Problème entre la fédération, le ministère. T'as vu, genre, il y a eu une liste du ministère, une sélection. Une sélection. Et il y a eu genre la contre-sélection du sélectionneur qui s'est fait virer mais qui a fait sa sélection quand même. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Et bah on loue les mérites de la Côte d'Ivoire aussi en disant que c'est qui travaillent bien depuis les dernières années. Mais il faut regarder leur liste aussi. Avec des Jean-Michel Seri qui sont appelés, qui ne jouent plus depuis on ne sait pas combien de temps dans je sais plus quel pays. Le joueur qui joue en D6 brésilienne. C'est exceptionnel ça. C'est exceptionnel. C'est le Cameroun ça, non? Ah non, ça c'est peut-être Cameroun, ouais. Ah non, oui, c'est Cameroun. Là, c'est Cameroun. Mais en Côte d'Ivoire, il y a quand même pas mal de joueurs sélectionnés où on se demande. Et on réitère notre soutien à Nicolas Pépé. La gloire de Poitiers, notre étoile, notre star. Francky, qu'est-ce que t'en penses, toi? Est-ce que par rapport à ce manque de structuration, toi qui es dans l'encadrement, enfin toi Alex vous êtes dans l'encadrement. Est-ce que, logiquement oui, mais quelle place a une bonne structuration, une bonne politique sportive pour réussir? Je l'ai dit tout à l'heure, le résultat, c'est le Maroc, tout simplement. Je pense que le Maroc aujourd'hui est numéro 1 en termes d'infrastructure, de recherche, j'ai envie de dire de recherche et développement. Mais si, c'est un peu ça, de recherche et développement en termes de football africain, d'investissement et tout. Le jour où le Nigeria fera la même chose. Le jour où la RDC fera la même chose, que le Sénégal fera la même chose, là, on pourra parler de potentiel vainqueur de Coupe du Monde. Ah, je suis d'accord. Vraiment. Parce que l'avantage en plus qu'ont ces pays-là, c'est que, en plus d'avoir une population locale fan de football et qui, intrinsèquement, ont des qualités, ils ont aussi une diaspora en Europe qui peuvent venir compléter ces équipes-là. Et une population très jeune aussi. Oui, c'est vrai. Le Nigeria, je crois que la moitié de la population a moins de 18 ans. C'est un truc comme ça. Mais oui, mais t'imagines le nombre de Nigérians. Je sais pas si vous êtes déjà allé en Angleterre. Même nous, on va des fois en Irlande, en Angleterre, le nombre de Nigérians que là-bas. De toute façon, tous les Renois qu'on voit en équipe d'Angleterre, là, la plupart, c'est des Nigérians. C'est énorme. Je ne vais pas dire que c'est trop, mais c'est énorme. Alors, je dirais pas trop, mais ils sont beaucoup. Voilà, ils sont beaucoup. Ils sont là. Ils ont un certain nombre. Et encore, ils sortent des joueurs, le Nigeria. C'est vrai que les Nigeria sortent des joueurs. C'est vrai que l'Angleterre a développé une politique sportive inspirée de la France, qui font qu'aujourd'hui, ils ont été chercher dans les cités des joueurs beaucoup plus techniques par rapport à leurs joueurs un peu émeutiers qu'ils avaient avant. Ils font des cités amateurs en Angleterre, je crois. Ils en ont partout. Mais inspirés de là, ils sont inspirés de la politique sportive de la France. On en voit beaucoup dans la série Top Boy, un peu. C'est vrai. Chacun ses sources. Non, super.
T'as pas vu Top Boy? Non. Très très bien. Ouais, moi non plus. T'as pas vu Top Boy? Non. Ça a regardé. Ah ouais? Ouais, mais moi, je sais pas, Gomorrah, c'est mieux. T'as envie de sortir avec une North Face et un couteau, genre au cas où. Ouais, mais à chaque fois, je me dis, je vais commencer mes flemmes, en fait, tu vois. Faut que tu commences par Top Boy Summer House et après tu regardes C'est Top ce qu'on Boy. m'a dit, ouais. T'as Summer House 2 saisons et ensuite t'as Top Boy, Ouais. la vraie. Et toi, t'as regardé Gomorrah? J'ai regardé Gomorrah. Ouais, c'est quoi qui est le mieux en vrai? C'est Gomorrah. Ah, bah merci. C'est Gomorrah. Ouais, Alex, tu veux pas commencer Gomorrah, putain. commence Gomorrah. Ouais, si, mais j'ai Top Boy, ça m'a mis dans Central C et tout. La drill, non, c'est un autre délire. La grime. Ouais, quand on parle d'Afrique, on en parlait un peu au début de l'émission, on parle aussi d'un continent qui a longtemps été dénigré, qui est encore dénigré aujourd'hui, tant par les Européens que par les Américains, que par les instances du foot. Enfin, c'est que la FIFA aujourd'hui, quand elle a besoin de l'Afrique, elle se déplace, elle investit. Par contre, le reste du temps, on a quand même un dénigrement qui est criant. L'exemple le plus récent, c'est la CAN. La CAN qui va se dérouler dans les prochains jours en décembre 2025 au Maroc, initialement devait se dérouler pendant l'été 2025. Elle a été déplacée en hiver à cause de la Coupe du Monde des clubs. Jamais ils auraient fait ça pour l'Euro. Jamais ils auraient déplacé un Euro en hiver pour faire jouer la CAN, pour faire jouer la Coupe du Monde des clubs. Mais même la en hiver. Comebol, s'il était chez Trump, la Comebol, là, leur Coupe d'Amérique du Nord, je peux dire qu'il l'aurait pas déplacé. Hein. Ouais, mais les gars, il y a aussi, le poids économique de la CAN aujourd'hui ne permet pas d'exiger entre guillemets une place privilégiée dans le calendrier. Ouais, mais ça justifie pas de se faire Si. de se faire dénigrer. Bah si. Malheureusement si, on est dans un monde régi par l'argent. Ouais, Donc aujourd'hui, si ta compétition vaut moins que la compétition des clubs, la Coupe du Monde des clubs, eh ben elle va se faire dégager. Ça aurait été l'Euro en face, mais jamais l'UEFA, ils auraient dit jamais de la vie. parce que la compétition a du poids. Même sportivement parlant. Je pense que c'est quand même, ils sont quand même dénigrés. Même l'image du foot africain dans les médias européens, l'image du foot des joueurs africains. Enfin, Alex en parlait un peu plus tôt. Ça commence à changer. Ça change, Ouais, mais ça change. C'est ce que je dis pour moi avec cette CAN au Maroc, parce que la Côte d'Ivoire, faut dire, a fait un très bon travail sur la dernière CAN en termes d'organisation, en termes de retransmission, de tout ce qu'ils ont fait sur la dernière CAN, c'est vraiment à saluer. Et pour moi, c'est une très bonne introduction qu'ils ont fait pour la CAN aujourd'hui au Maroc. Parce que la CAN d'avant, où est-ce qu'elle était en Guinée? La CAN en Guinée où les terrains, ils étaient catastrophiques. C'était au Cameroun. Je sais plus. Où les terrains étaient catastrophiques. C'est pendant le Covid, là, où ils avaient que des tests positifs le jour du match. Oui. C'est les Comores ils ont mis un joueur au goal, les Comores. Ils faisaient 3 matchs à la suite sur le même terrain. Enfin, c'était n'importe quoi. C'est les quoi, les gars? Vous avez pas vu, mais les Comores, ils ont mis leur latéral gauche au goal. Shakir El Adur. C'est vrai. Shakir El Adur, que j'ai connu au centre de formation de Nantes, big up à lui. Mais il est bienvenu dans le podcast, il va en parler. Ouais, exactement. Mais oui, je m'en souviens très bien. Ouais. CAN. En fait, en parlant d'organisation de la CAN, je me rappelle que très bien, c'est que Alex a raison, c'est que il y avait 4 poules à l'époque. 4 poules, 4 stades. Chaque poule avait son stade. Et ils enchaînaient les matchs. Alors on était au tournoi. C'est un plateau. C'était un plateau. C'était un plateau. Et ils enchaînaient les matchs. T'avais le stade principal où il y avait le pays organisateur. Alors ce stade-là, il est toujours bien. Et ils jouaient tous les matchs là-bas. La poule était bonne. Allez, poule B, c'était moyenne. Poule C et D, les terrains étaient catastrophiques. Il y avait 5000 places, personne sur le On terrain. sait ce que c'est, nous aussi on a fait le plateau du Futuroscope. On s'en rappelle. Quand Mini-Ausence, ils nous envoyaient à l'autre bout du. On jouait quasiment sur les départementales. Non, on s'en rappelle. Mais Nabil, c'est là où. Toi, t'as pas connu ça, Francky. Toi, t'étais l'aristocratie du football local. La chance qu'on avait au Stade Poitvin, c'est qu'on jouait toujours sur le terrain principal. Quand c'était au micro, au Stade Poitvin, terrain 1. Ça faisait Chabournay, terrain D. Ouais, mais c'est ça. Nous, c'était au niveau local. Mais quand on faisait des matchs, quand on faisait des tournois, qu'on allait à 300 km et qu'il y avait des clubs pro, ah bah nous, on était... Stade Poitvin, t'as les terrains D. Ah, on a les terrains D. Ils disaient, oui, Olympique Lyonnais, terrain A, machin, non, terrain 1. Bah, Stade Poitvin contre je sais pas qui, ah, c'était terrain E. Hein. Et puis il fallait marcher pour y aller. Hein. Non mais revenons au sujet principal. Moi les gars, je suis pas forcément d'accord avec vous. Enfin, aujourd'hui, il y a quand même un mépris qui est quand même criant. Enfin, Tarek. Mais déjà, il y a un truc, l'Afrique n'a eu qu'une seule Coupe du Monde. Moi, j'ai toujours trouvé ça hallucinant. Ils l'ont filé à l'Afrique du Sud, qui est honnêtement pas le plus grand pays de football de l'Afrique. Tu l'aurais organisé où, l'autre Coupe du Monde? Au hasard, au Maroc.
Au Maroc aujourd'hui. Regarde, même à l'époque, il avait demandé contre l'Afrique du Sud. Oui, mais regarde, au Maroc aujourd'hui. Maroc, là, on a la deuxième Coupe du Monde en Afrique. Ah, gros, Tu l'as. Mais est-ce qu'il y a 20 ans, le Maroc était capable d'organiser une Coupe du Monde? Comme l'Afrique Ah, bah, du gros, Sud. le roi du Maroc, il aurait mis tout l'argent dedans. Je peux dire qu'on l'aurait fait. Hein. Tu vois, t'as 40% du PIB. Il y a pas d'école, il y a pas d'hôpital, il y aurait eu des stades. Je veux dire, t'as des routes en terre, mais sauf celles qui vont au stade. Ouais, je te jure. Mais on peut voir comment sont données les dernières Coupes du Monde là depuis celle du Brésil, où par exemple le Brésil ils ont eu leur Coupe du Monde. On sait pas comment avec les JO. Il y a eu des stades. L'Allemagne aussi, hein, qui a été Ouais, mais au moins l'Allemagne, les stades après ont été réutilisés. En France, pour l'Euro par exemple aussi, même en 98. Au Brésil, il y a rien eu après. En Afrique du Sud, il y a rien après au niveau des stades. Au Qatar, je sais pas ce qui se passe. En Afrique du Sud, il y a quand même ils ont quand même un championnat au niveau local qui est un des meilleurs champions en Afrique. Il y a peut-être 1 ou 2 stades, c'est vrai, qui n'ont pas été utilisés, mais de manière générale, j'avais regardé ça, ils ont quand même réussi à renter les stades. Alors peut-être pas des stades pleins tout le temps, mais au moins ils sont utilisés. Puis ils nous cassaient le crâne avec leur vuvuzela là. Non, c'était trop bien. Ah non, c'était horrible, j'aimais pas du tout. Je suis très partagé. Moi, je trouve que ça fait partie de la entièrement culture d'accord locale. avec Tariq. Non. Gardez votre culture locale. Ça fait partie. Non. Moi, je pense que ça fait partie de la culture locale, mais c'était de la merde. Voilà. Même aujourd'hui, par exemple, là, la CAN commence dans quelques jours. Il y a les clubs libèrent à peine les joueurs africains. Oui, bien l'Euro, sûr. les mecs, 6 mois avant, ils sont déjà atignes. On dit pas qu'ils sont devenus légales des nations européennes et de l'Euro. Mais comme on dit aussi, il y a eu un grand changement par rapport à ce qui pouvait se passer avant. Aujourd'hui, il y a un peu plus de respect. Les entraîneurs eux-mêmes respectent un peu plus. Il y en a même qui ont dit que ils se plieraient à la volonté de leurs joueurs s'ils veulent partir avant ou s'ils veulent rester jusqu'à la date butoir. Il y a du changement. Pour moi, c'est en cours. Et pour moi, c'est avec ce qui va se passer sur cette CAN-là, ça, en fonction de ce qui va se passer, en fonction de comment ça va être organisé et de l'engouement qu'il va y avoir, ça fera forcément, si ça se passe bien, ça sera forcément mieux pour les prochaines CAN. Ça peut que être mieux pour le prochain pays organisateur. Non, je suis d'accord, ça va monter les standards. Enfin, si ça se passe bien, j'espère que ça va bien se passer. Si ça se passe bien. Après, les gars, moi, le vrai problème, vous en avez parlé, mais c'est bien qu'on y revienne un peu, c'est l'ennemi intérieur. Enfin, aujourd'hui, on a beau critiquer le manque de considération, etc., mais faut reconnaître que le vrai frein du football africain, c'est quand même vient d'abord de l'intérieur. Non, mais c'est vrai. C'est l'Afrique. Non, mais on regarde toutes les problématiques de sélection au niveau, au niveau à chaque fois. On parle des primes, des trucs, des machins, genre que au niveau logistique, c'est pas dingue. Regarde, c'est pareil. En fait, ça reflète la politique des pays, comment ça se passe directement. Tu fais bien d'en parler parce qu'il y a une espèce de clientélisme qui peut être aussi intéressant. Vous savez, je prends par exemple aujourd'hui, dès qu'ils ont besoin de l'Afrique, parce que Francky le disait juste avant l'émission, en Afrique, à la FIFA pour les élections, c'est un pays égale une voix. Il y a 55 pays en Afrique aujourd'hui à la FIFA. Parmi ces 55 pays, ils ont tous une voix. Ça veut dire que l'Afrique pèse plus que l'Europe en soi, ou que les Amériques. C'est quand il y a besoin de délivrer un petit billet du clientélisme. Je sais qu'à l'époque, c'était Sepp Blatter qui s'était fait réélire uniquement en promettant plein de trucs à l'Afrique. Et quand on parle de plein de trucs, c'était beaucoup des bakchiches. Et c'est un vrai problème. C'était des choses pour les dirigeants africains, mais pas pour le football africain. Exactement. Quand on parle de corruption, parce que malheureusement, on est au-delà du cliché et que ça impacte fortement la vie du foot africain. Pareil pour l'organisation de compétition. Hein. Tu payes un stade, d'un coup, le prix double parce qu'il faut payer telle personne, tel intermédiaire. Il y avait les mêmes problèmes au Brésil, soit dit en passant. Hein. Le prix des stades avait doublé entre le prix de l'appel d'offres et la réalisation. Donc bon, c'est un problème systémique de l'Afrique. Et voilà. Mais cette problématique de clientélisme aujourd'hui, a fait du tort à l'Afrique. Parce que ça a freiné le développement. Aujourd'hui, une espèce d'instabilité qui est due à ça. Toi, Tariq, qu'est-ce que tu en penses ? En fait, ça a freiné le développement global façon de l'Afrique et le foot va le payer. En plus, vous avez des joueurs, ils arrivent là, c'est le fils du copain du président de la fédération de je ne sais quoi. Vous avez de l'argent qui disparaît, etc. Il y a tellement de problèmes qu'en fait, des grèves de joueurs qui ne veulent pas jouer parce qu'il y a les primes, etc. Aujourd'hui, qui arrivent jamais. Et puis vous parliez du Congo. Je sais que c'était l'actualité récente, mais j'ai qu'avec Alex et Francky, on échangeait beaucoup.
Non, mais je me tire les cheveux. Tu te demandes qu'est-ce qui va se passer. Alors, conférence de presse, le ministre des Sports qui dit oui, on va pas vous payer des maillots, vous allez venir en sélection et vous allez échanger vos maillots avec les Hakimi là. En gros, vous allez jouer pour faire plaisir à Hakimi. Enfin, ils disent n'importe quoi. C'est par exemple quand tu regardes ça, donc ça fait polémique. Ils vont faire ils font une interview dans le parking du stade. Avec des tables, t'as l'impression que c'est filmé avec un caméscope. Une prise d'otage. Oh ouais, c'est une prise d'otage. Honnêtement, tu me dis que la vidéo elle est filmée en 2004, je te crois. Ouais, les parcs en Colombie, mon gars, pas fond de la forêt. Al Jazeera après, genre. Les micros, t'as de l'écho partout, t'entends à peine ce que dit le ministre. Enfin non, c'est... Voilà, c'est vrai. Bon, en tout cas, on a quand même été optimiste. Il y a quand même des raisons d'espérer. Les amis, nous allons passer à la partie historique. Je vous ai demandé de préparer un petit texte sur un moment du foot africain qui vous a marqué. Toi, Tariq, qu'est-ce que tu as choisi comme moment? Ça va être un moment partagé, je pense, avec Nabil. C'est une sélection. Je crois qu'on n'a pas trop parlé de cette sélection depuis le début. C'est la sélection marocaine. Bon, on est en 2004, c'est mon premier souvenir de Cannes, Cannes 2004 en Tunisie. Et en finale, il y a le Maroc, parcours extraordinaire. Moi, je me rappelle, en plus, mon père regarde pas trop le foot de base. Et il y avait même mon cousin qui était venu voir le match et tout à la maison. Mon cousin qui est plus proche en âge de mon père que de moi, mais bon, voilà. Famille nombreuse, tu connais, voilà, tu connais. Et je me rappelle de ça, le match contre l'Algérie, on gagne en prolongation. À l'époque, les joueurs de la section marocaine, j'ai l'impression que c'était des monstres avec le recul, bon, voilà. Il y avait quand même Chama qui a dit qu'il était fort, mais des Naïbet, des El Karkouri. Mais quand j'étais petit, pour moi, en 2004, c'était un monstre. Hein. Bon, en fait, voilà, c'était ce que c'était. Mais et c'est mon premier souvenir. Et la finale donc, contre la Tunisie, entraînée par le sélectionneur, c'est Roger Lemaire, il me semble. Tunisie qui a 14 Brésiliens. Voilà, le meilleur joueur est brésilien. Et les 8 meilleurs joueurs sont brésiliens, c'est ça. Et il gagne la CAN comme ça grâce à ce joueur. Donc... Enfin, un couscous au poisson déjà. Passons. Donc c'est un premier souvenir qui finit mal, une grande amertume, mais première très 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 forte émotion grâce au foot africain et au très grand Maroc. Ouais, moi j'avais même la seule fois de ma vie jusqu'à aujourd'hui où j'ai pleuré pour du foot. C'était ce match-là, 2-1, défaite contre la Tunisie en finale. J'étais inconsolable. Et comme j'habitais à Bel Air, en cité à Poitiers, la CAN, c'était un peu la compétition nationale à l'époque. Et il y avait les matchs retransmis sur grand écran et c'était un moment extrêmement douloureux, la seule fois de ma vie où j'ai pleuré pour du foot. Francky, qu'est-ce que tu as choisi comme moment ? Alors moi j'ai choisi 31 mai 2002, c'était un vendredi, je m'en rappelle très bien, j'étais au CE2. C'est le match d'ouverture de la Coupe du Monde, France-Sénégal. Le match est à 13h30 avec le décalage horaire, donc le match en Corée. Et donc c'est un vendredi, vendredi 13h30. Donc le match, c'est le seul match que j'ai regardé légalement en cours. Donc allez. Important de le préciser. Ouais, parce que j'ai regardé d'autres matchs en cours, mais là j'avais pas le droit. Et je me rappelle, donc c'était Madame Robichon, c'était Madame Robichon, ouais. Madame Robichon qui avait ramené son mari, qui était venu avec, ça vous rappelez des grosses télés avec. Oui. Pourquoi c'était grosses comme ça les télés à l'époque? Pourquoi il y avait le gros truc derrière alors qu'aujourd'hui c'était lourd en plus. Elle était épaisse la télé, mon gars. Mon gars, mais tu pouvais tuer des gens avec ça. Tu te fais taper avec la télé. Hein. Ah ouais, laisse tomber. Donc fallait trouver, tu sais, il y avait une espèce d'antenne et tout, tu sais, fallait trouver la bonne fréquence et tout. Et donc voilà, France-Sénégal et puis surprise générale, le Sénégal qui bat la France au terme d'un match où les Français, je pense, déjà il n'y avait pas Zidane, donc c'est plus compliqué, mais se voyait vraiment supérieur. On se souvient de la France était elle apparaissait comme invincible à l'époque. Elle sortait d'une Coupe du Monde et d'un Euro d'affilée. Mais c'était à l'époque où même avant la Coupe du Monde, il y avait une campagne de pub où il y avait déjà le maillot 2 étoiles qui était vendu, enfin qui n'était pas vendu, mais qui était et la musique était présentée à la pub. La musique de Johnny et tout. Tous ensemble. C'était des rockstars en fait. Les jeunes aujourd'hui ne se rendent pas compte de ce que c'était la France de 2002. C'est comme s'il y avait l'Espagne, le Brésil et l'Argentine dans la même équipe. Ouais. C'était incroyable. Il y avait le meilleur buteur de France, d'Italie, d'Angleterre dans la même équipe. C'était il y avait Zidane dans la même équipe, il y avait Vieira dans la même équipe, il y avait Henry, c'était extraordinaire. Il y avait tout le monde. Et là, t'as la petite équipe du Sénégal
je me rappelle que quasiment, je crois qu'il y avait sur les 23 joueurs, 22 jouaient en Ligue 1. Et donc les journalistes les journalistes français s'amusaient à dire oui, c'est un peu l'équipe 2 de l'équipe de France, machin et tout, toujours un peu, tu sais, l'accès, voilà, condescendance, un peu de, tu sais, ce truc un peu colonialiste aussi, C'était voilà. Thierry Roland qui avait dit Vieira et son cousin. Extraordinaire. Vieira se bagarre avec ses cousins. Extraordinaire, tu vois, il y avait ces trucs-là aussi, tu vois. Et attends, Thierry Roland, une semaine avant, qui tu te rappelles le match contre la Corée, qui disait match amical. Il y a rien qui ressemble plus à un Coréen qu'un autre Coréen. Ils font tous 1m70, ils sont bruns. Lee qui remplace Lee. Ça fait un grand appartement. Voilà, on en était là encore au niveau des commentaires. Donc, Thierry Roland. Et c'était il y a 20-25 ans, c'était il y a pas si longtemps que ça. Enfin bref. Et donc voilà, c'est le premier vraiment grand souvenir que j'ai avec une équipe africaine. Non, le deuxième grand souvenir, parce que le premier, c'était, je vous en avais déjà parlé, c'était le Espagne-Nigeria 98 quand j'étais au stade, mais je vais pas vous en reparler. Donc voilà, France-Sénégal 2002. Et pour la première fois depuis 24 ans, on va les retrouver, nos amis sénégalais, aux États-Unis. Voilà. Sénégal qui avait fait quart de finale quand même, hein. En 2002, ils avaient fait un super parcours. Éliminé par les Turcs. El Hadji Diouf, Fadiga, Papa Bouba Diop. Papa Bouba Diop, il y avait quand même. El Hadji Diouf, c'est qui, si on l'écoute, il était le meilleur joueur du monde. Ouais, très très drôle. J'ai vu en plus un reportage sur YouTube il y a moins d'une semaine sur El Hadji Diouf. Ah, c'est une fraude quand même, ce mec. Hein. Bah oui. C'est une fraude. Hein. Franchement, il a eu des très bons moments, mais après la Coupe du Monde. Encore, ça fait son charme. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et Guizé, c'est qui le meilleur entre El Hadji Diouf et Sadio Mané? Je vais Mané à Metz, c'était déjà meilleur. Je dirais même que Mamadou Niang était meilleur que lui. Oui, bah oui. Oh oui, bien sûr. Alex. Non, Mamadou Niang, quand même, c'était sérieux. Faut respecter. La talonnade là qui fait Milan. contre le Milan. Thiago Silva, il cherche encore. Entre Silva et Nesta, je crois. Ouais, mais Nesta était vieillissant déjà. Alex, qu'est-ce que tu as choisi comme moment? Alors moi, comme moment, j'ai choisi le Ghana, Uruguay-Ghana en Coupe du Monde de 2010. C'était un match, donc c'était quart de finale où le Ghana se fait sortir au tir au but par l'Uruguay. J'ai choisi ce match-là parce que la Coupe du Monde 2010, moi, c'était la deuxième Coupe du Monde que j'ai commencé à suivre. La première étant en 2006 où on perd en finale, j'étais au CE2 puis je pleure comme un enfant à la fin, mais bon, c'est pas grave. La 2010 c'était la deuxième où j'étais en 5e et je me rappelle le souvenir du Ghana qui faisait une très bonne Coupe du Monde, qui était la seule équipe africaine encore en lice dans les phases finales. Donc pendant ce moment-là, on a souvent cet élan d'Africains où on est tous derrière cette équipe-là et on y croit jusqu'à surtout que la Coupe du Monde est en Afrique du Sud et donc il y a le Ghana mène 1-0. Il tombe contre une équipe d'Uruguay qu'on ne connaît pas, mais là, il y a Forlan, Suarez devant. Je sais pas s'il y avait Cavani encore. Non, Cavani. Non, il rentrait. C'était après. Je crois qu'il rentre, il est pas sur le banc. Il rentre même pas. Avec ses cheveux gras, là. Il me semble que pas souvenir de Cavani. Si, il y a Cavani. Si, mais je crois juste qu'il fait des rentrées. Il rentre à la 75e. À faut voir qu'il y avait devant. Hein. Mais Forlan, c'était, il signe à l'Inter juste après, non? Meilleur joueur de la Coupe du Monde, meilleur buteur. Il marquait des buts de folie. Et il tirait du parking, ça. C'est exactement ça. Et donc l'événement qui marque donc à la fin, c'est la tête et puis Suarez qui met la main, qui fait le meilleur arrêt de sa vie, digne d'un gardien sur la ligne. Et donc penalty et Gian Asamoah qui décide de mettre une pétée sur la barre transversale, mais qui emmène du coup le Ghana au tir au but. Et puis le Ghana finit par se faire sortir en fait, alors que ils avaient la qualification, et à cette époque-là il y avait encore aucune équipe africaine qui avait atteint le stade des demi-finales
En Coupe du Monde. Donc c'est ils plus étaient en tard passe de devenir la première. Ils étaient en passe de devenir la première sélection à le faire. C'était surtout ça. Suarez à ce moment-là prend un rouge à la 120e minute. 120e Ouais, c'est minute. à toute fin. S'il Ouais, marque, ouais, c'est s'il fini. marque, c'est fini. C'était à Samoa Gyan, non Ouais, qui- exactement. C'est ça. Et à noter que le Ghana, ils avaient Boateng, mais pas le. Oui, pas pas le. le bon. Boateng. Et ils avaient bad boy. Michael Essien, qui était l'un des meilleurs milieux de l'époque, qui a pas fait la Coupe du Monde parce qu'il était blessé. André Ayou. Ouais, mais ils avaient Souley Montari qui était très fort. Sous les Montari, Oui, Ouais, super bah, joueur. il était champion d'Europe avec l'Inter. À hein. Samoa aussi, le milieu de terrain qui était là. Ouais, non, ils avaient des bons joueurs. Et bon, ok, merci beaucoup Alex, bon, très intéressant. Nous allons finaliser cet épisode avec un quiz qui ne sera pas très long, mais un quiz quand même. Quiz foot africain. Francky, lors de la finale de la CAN 2006 entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun, combien de tirs au but ont été nécessaires? Alors, en 2006, c'est pas Non, fait. en finale, lors du match de CAN entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun, combien de tirs au but ont été nécessaires pour départager les deux équipes? Il en a fallu. Alors, je sais que les gardiens ont tiré. Oui. Donc, 23 ou 24. 23, exactement. Ouais, je me souviens Incroyable. de ce match-là. Incroyable. Alex, petite question. Quelle nation est le plus haut dans le classement FIFA aujourd'hui? Le Malawi ou le Congo? Quel Congo? J'ai même pas envie Le de répondre Congo à ta question. La réponse me fait peur. Oh là là. La réponse, elle est évidente. N'aie pas peur. Allez. Et une équipe fait une bonne dynamique aussi. Hein. Par fierté, je vais dire. Mais pas de fierté. Je vais dire le Malawi. Malheureusement, le Malawi est 126e. Et le Congo est 134e. Tariq, on parlait d'Asamoah Gyan. Il a déclaré avoir été assisté par un marabout à plusieurs moments de sa carrière. Vrai ou faux? Est-ce que ce marabout a déclaré avoir été sollicité pour faire grandir un nain argentin dans une clinique à Barcelone dans les années 90? Faux. C'est un fact. En plus, franchement, tu devrais pas te moquer des personnes de petite taille, Nabil. Moi, j'aurais dit de pas me moquer des marabouts plutôt. Là, on n'a pas parlé de marabout, mais normalement, hein. C'est vrai qu'on n'a pas. France-Sénégal, d'ailleurs, à l'époque, ça avait pas du marabout. Hein. Sénégalais qui aurait fait des C'est vrai miracles. qu'on n'a pas mis le sujet à la table. Je vais Pour avoir le football des- africain et pas de marabout. Je vais avoir des cornes qui vont pousser la nuit. Non, laissez-moi tranquille, les amis. Les amis, on pas Didier Drogba, dont on n'a pas parlé aujourd'hui, l'un des plus grands joueurs africains de l'histoire, joue son dernier match avec l'OM en finale de la Coupe UEFA contre Valence. Est-ce que vous pouvez me citer les Marseillais ayant participé au match avec les entrants? Fait dans l'ordre n'importe qui. Allez-y dans l'ordre, Tariq. Oh bah Barthez, on va Barthez. commencer par le bas. Brahim Mdani. Ouais. Dani qui était le capitaine. Moi, j'avais 4 ans. hein. J'avais 5 ans. Allez, commence pas. Van Byten. Non, il est déjà plus là, je Non, il est crois. plus là, Et puis là, il y avait Flamini au milieu de terrain. Flamini au milieu de terrain. Qui avait même pas un contrat pro, il avait un contrat aspirant ou un truc comme ça. Ouais, je pense qu'il y avait Maïté. Ouais, Meïté, Oui. tout à fait. Abdoulaye Meïté. Kamel avait- Meriem. Kamel Meriem, tout à fait. Au hasard, Habib Bey. Habib Bey. Il doit avoir, Habib Bey, oui, tout à je fait. pense qu'il y a Il doit des- avoir Ndiaye, Sylvain Ndiaye. Ndiaye, exactement. Dos Santos sur le côté gauche. Dos Santos, Ah oui, Tariq. j'avais complètement oublié Ferreira celui-là. sur le côté droit. Ouais, c'est bon, il est parti. Là. Ah, arrêtera plus. Ferreira côté droit, Demetrius Ferreira, Tariq. Mais j'ai pas. Attends, je réfléchis en défense. Gavanon qui rentre. Ouais, Jérémy Gavanon, ouais. Il y a qui en défense? Marley. Steve Marley. Steve oui. Marley. Moi, je m'ai mis en plus Steve Marley quand j'étais petit, j'étais à fond, gros. Et Il y avait plus Peggy Limdoula, il était parti en 2003, lui. non, il arrive. Il arrive après, il arrive ouais. en 2004. Ouais, c'est vrai. Meriem, on a dit. Oui, quand même, Meriem, Il en manque dit. combien là? Il en manque. C'est qui latéral gauche? Je pense que vous êtes quasiment Dos Santos. bon, ouais, vous êtes C'est Dos quasiment Santos. bon, vous avez dit Parce que Dos Tac, Santos, Habib Bey, Flamini. Ferreira, Ndiaye. Il vous manque Drogba, mais bon, je vous le Oui, compte quand même. c'était avec Et il y Drogba. avait 2 entrants, enfin 3 entrants. Jérémy Gavanon, tu l'as dit. Attends, 2. attends. Franchement, si vous l'avez, les gars, beau gosse. Hein. Quel poste? Dis-moi au moins le poste. On a milieu. C'est pas qui c'est, au fait? Si, C'est pas José Delphine? non. ça On a. Tu fais la. Bah non, je te dis rien, vas-y. Ça me dit rien. On a un joueur qui a après qui a joué en Ligue 1 pendant longtemps. Au poste de un milieu de terrain, milieu de terrain. Salomon Lembe. Salomon Lembe. Non. Milieu de terrain un peu offensif qui a joué dans d'autres clubs en Ligue 1. Fabrice Abriel? Non. il est venu après. Non, lui. c'est après. Il ne t'aime pas né, Gabriel. Ouais, c'est pour lui, il est tellement vieux. Est-ce que vous voulez que je vous le dise? Non, allez, Ouais, pas vous le dire. ouais. On a un Suisse. Oh putain, Célestini. Exactement. Et il y a un autre qui s'appelle Laurent Batles que vous avez. Ah putain. Le sosie de Zidane. À un moment donné, il ressemblait là.
Finissons les amis par des enchères. Combien de joueurs ayant gagné le titre de meilleur joueur africain de l'année depuis 92 pouvez-vous me citer? Combien de joueurs différents? Depuis 92? Ouais. 8. Différents. Tariq? Ah bah non. Si, tu 8. peux. Non, j'en aurais pas 8 moi. J'ai réfléchi. Je pense que j'en ai même pas. Alex Tic Tac. 8. Les gars, 8 c'est chaud. C'est hein. toujours Francky qui vous met. Mais là. gros, il commence tellement fort, j'ai même pas le temps de réfléchir, je suis sonné là. Il flambe direct. 8 Vite, vous les avez les gars. Hein. Je vous jure que vous les avez. ouais. Hein. Depuis 92. Ouais, mais vous les avez normal. Eh, vas-y, Ah, ils sont peut-être pas quand prêts, même, moi ouais. j'y vais, moi. 8. Ouais, je vais à 8. Go, allez. Nwanko Kanu, Oui. JJ Okocha, Oui. Samuel Eto'o, Oui. Didier Drogba, Oui. Pierre-Emerick Aubameyang, Oui. Marez, Oui. Salah, Oui. Mané, hein. Touré, Yaya Touré. Oui, 4 fois. Voilà. 4 fois. Bah ça fait déjà 8 là. Ouais. 7, je crois. 8. Et je crois que c'était 8. Ouais. Allez, un petit dernier pour la route. Un petit dernier. Attends, Marez. Déjà dit. Ah, j'ai déjà dit. Y a pas Pardon, attends. Bah non, attends. Hakimi. Hakimi. Voilà. Y a pas Georges Weah? Bah, sûrement aussi, mais. Puis il y Wea. a le Ouais, Ballon si, d'Or si, en Wea. 95, Si, Wea. donc, Il y a Abedi Pelé, Yekeni, Emunike, Georges Weah, Kanou, Ikpeba. Bon, ça, je pense pas que vous l'auriez. Ikpeba. Mustafa Hadji, Patrick Mboma, El Hadji Diouf, Ah, tiens, il était là. Eh bah, c'est bien vrai, sûr, c'est vrai. bien 2 sûr. fois, je crois, non? Frédéric Kanouté. Ouais. Très beau Oh joueur. Emmanuel Adebayor, Yaya Touré, Aubameyang, Marez, Salah, Mané, Osimhen, Lookman et Hakimi. Mustapha Hadji, c'est 98? 98, ouais. Ouais. Le grand frère de. Bon, les amis, Youssouf. une heure tout pile, nous allons rester là-dessus. Et les amis, je vous remercie, c'était une très très belle émission. Écoutez les amis, branchez-vous, cliquez les amis, continuez à nous suivre dans l'aventure, il y a du très très lourd qui arrive. Merci, bisous, au revoir. Au revoir et cliquez. Merci les gars, à plus tard. Ciao, bye!